Et bonsoir à tous, nous sommes en direct avec Benoît et Nathalie pour parler de réserves stratégiques, notamment pour Bitcoin, mais pas que. Et donc c'est un vrai plaisir de recevoir mes deux invités. D'abord, je vais commencer par Nathalie. Tu as un doctorat en économie à l'université Paris-La Sorbonne. Tu enseignes des cours en Neoma Business School sur les sujets de l'économie, la monnaie, l'univers bancaire et la fintech. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Ça va très bien et merci pour cette invitation sur ce sujet aussi intéressant que la réserve stratégique. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. On va amener le sujet tranquillement. Et Benoît Béranger, on te connaît un peu sur la chaîne. Tu es déjà intervenu plusieurs fois pour parler de Bitcoin. Tu es donc formateur sur le sujet et tu reviens du Salvador. On a eu un échange passionnant là-dessus, sur ton expérience au Salvador et notamment autour de la question de Bitcoin. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être là et j'invite l'audience à ne pas hésiter à utiliser le chat, que ce soit sur YouTube ou aussi sur Twitter X. J'ai reçu une notification comme quoi il y avait un problème sur Twitter. Mais voilà, si ça revient, n'hésitez pas à envoyer des petits messages pour poser des questions à nos deux invités sur les questions de Bitcoin et de la réserve stratégique, notamment le focus sur les États-Unis en ce moment. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une réserve stratégique ? Je me suis posé moi-même la question parce que je me suis dit, c'est pas le tout de faire une réserve stratégique, mais qu'est-ce que c'est, après tout ? Donc, je vais vous donner la définition que j'ai réussi à retrouver, qui, je trouve, illustre très bien le sujet. Une réserve stratégique, c'est un stock de ressources essentielles constituées par un État ou une organisation afin d'assurer la sécurité nationale, l'autonomie en cas de crise et la stabilité économique. Ces réserves permettent de faire face aux perturbations de l'approvisionnement, qu'elles soient causées par des conflits, des catastrophes naturelles, des crises économiques ou des pénuries. Voilà, donc c'est la définition un peu officielle d'une réserve stratégique. Je trouve que c'est assez limpide. À votre avis, quels sont les éléments d'une réserve stratégique et quels sont les premiers qui vous viennent en tête ? Je vais peut-être commencer par toi, Nathalie, et ensuite, Benoît, tu pourras réagir. Alors, les réserves stratégiques, en réalité, si on prend le cas des États-Unis, par exemple, celles qu'ils ont fait historiquement, c'était avant, quand on met l'or à part, c'est en fait le pétrole. Dans les années 70, quand il y a eu la crise pétrolière, ils ont effectivement constitué des réserves stratégiques. Mais je dirais que ce n'est pas l'acceptation habituelle, en tout cas nous, les économistes. Quand on parle de réserve stratégique, souvent, d'abord, on ne met pas souvent le terme stratégique, mais plutôt de réserve. On parle souvent de réserves que la Banque centrale possède parce qu'elle doit faire face, effectivement, c'est dans ta définition, elle doit faire face à des variations économiques et donc pour parer aux variations économiques, elle a des réserves. Et les banques centrales, effectivement, ont l'habitude d'avoir des réserves, alors plutôt monétaires, c'est plutôt des autres devises, ou des bons du trésor, des titres financiers plutôt liquides. Mais c'est vrai que les réserves autres que liquides, en fait, les banques n'en ont pas. Elles en ont historiquement parce qu'elles ont hérité de l'or en raison de l'histoire monétaire des pays. Mais l'or aujourd'hui est démonétisé. Donc, il est là parce qu'il a toujours de la valeur, comme on l'a vu. Il s'est envolé depuis maintenant plusieurs années. Et là, il est même à son plus haut. Mais ça sert à ça, en fait. Ça sert surtout à défendre, en général, un pays qui peut avoir de l'instabilité, qui doit défendre sa monnaie. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce premier aperçu. Et toi, Benoît, tu lui anticipes comment cette notion de réserve stratégique ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que disait Nathalie. C'est vrai qu'il y a cette histoire de banque centrale, effectivement, on associe souvent ça à la banque centrale. Il y a un point que je trouve intéressant, que j'ai découvert très récemment, là, justement, avec l'annonce de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, c'est que les États-Unis posséderaient, ça reste à vérifier, mais une réserve stratégique de fromage. Donc du coup, ça permet d'illustrer aussi la réserve stratégique, parce que je me souviens pas bien de l'histoire, mais de ce que j'ai lu, il y avait une crainte de pénurie de fromage, je crois, à l'époque, et du coup, ils ont toujours cette réserve stratégique. Donc, il y a une spéculation sur le fait que éventuellement, ils pourraient peut-être vendre une partie du fromage pour acheter du Bitcoin. Ça pourrait être. Ouais, pourquoi pas, oui, ça serait drôle. Mais c'est vrai que j'avais pas entendu le fromage, j'avais juste entendu parler du pétrole. C'est vraiment la seule fois où j'ai entendu parler d'une réserve stratégique par rapport effectivement à ce potentiel problème de pénurie, en fait, et de prix parce qu'en général, l'acceptation de la définition effectivement macroéconomique, c'est plutôt, on l'entend plutôt en termes de réserve de change, en fait. Oui.
Mais c'est intéressant ce que tu rajoutes, Benoît, parce que effectivement, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur le sujet. Et donc, les éléments qui constituent une réserve stratégique, ils sont variés. Ça peut être, comme on le dit, des monnaies étrangères, ça peut être des matières premières, comme on l'a évoqué pour l'énergie, mais ça peut être donc justement des minéraux critiques, des réserves alimentaires, des réserves médicales, des réserves financières, mais aussi militaires et technologiques. Donc, c'est vraiment très, très large, en fait, ce qu'on peut englober dans la réserve stratégique. Et quand on fait des recherches, j'ai essayé d'en faire un petit peu, et ben on trouve très peu d'informations, même sur la réserve stratégique aux États-Unis. Moi, j'ai essentiellement trouvé des informations sur tout ce qui était pétrole. Et éventuellement aussi, il y avait l'hélium à un moment donné, mais ils en ont vendu énormément, donc c'est plus vraiment une réserve stratégique. Mais pour le coup, le pétrole, on a des informations et on sait où sont les zones de stockage, on sait combien ils en ont. Oui. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que c'est, on va dire, assez transparent. Et c'est ce qu'ils appellent le SPR pour le pétrole. Et il y a, je crois, plusieurs sites de stockage au niveau du Texas, de la Louisiane. Voilà, il y a quatre gros sites et il y a 370 millions de barils de réserve. Voilà. Et il y a une capacité qui est double dans les espaces de stockage. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis permis de le partager. Mais sinon, globalement, c'est très compliqué. En France, je ne trouve aucune information sur une réserve stratégique de quoi que ce soit. Non, Alors, si ce n'est l'or, on connaît notre stock d'or officiel. Et je partagerai tout à l'heure un peu le classement des différents stocks d'or. C'est assez intéressant. Mais on se doute bien aussi qu'entre ce qui est visible et ce qui est un peu sous le manteau, comme on dit, il y a sans doute des grosses différences et que les réserves stratégiques ne se dévoilent pas comme ça au grand public, j'imagine. Donc, est-ce que vous avez une remarque par rapport à ça au niveau d'une réserve stratégique en France? Est-ce que vous auriez des informations ou est-ce que vous, comme moi, à part l'or, vous n'avez pas d'infos particulières? Non, j'ai jamais entendu. Enfin voilà, non, je ne suis pas non plus une spécialiste de la réserve stratégique. Je suis plutôt effectivement spécialiste des réserves que quand on les gère dans les banques centrales. Mais c'est vrai que les réserves stratégiques en France, en tout cas, on n'en a jamais fait état très explicitement. J'ai pas effectivement j'ai pas de souvenir d'avoir lu que la France avait spécifiquement, comme les États-Unis par exemple, fait des réserves stratégiques de pétrole. Bon, ils en ont pas, donc on n'en avait pas spécifiquement. On en avait un petit peu quand même par rapport à d'autres, mais quand même. Très bien. Et je vous affiche ici du coup le document sur lequel j'ai synthétisé quelques données. On voit au niveau du stock d'or, hein, pour le coup, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse énormément, vu qu'on va cibler le sujet Bitcoin. Donc, si on doit faire un focus, ce ne sera pas forcément sur le pétrole, mais un peu sur l'or avant de parler de Bitcoin. Et on voit qu'officiellement, là, vous avez un classement qui est... j'ai croisé plusieurs sources, mais globalement, on retrouve toujours ce classement-là. Les États-Unis avec 8133 tonnes d'or, avec pour réserve principale que vous connaissez Fort Knox, qui est justement un peu sous le joug d'un audit outre-Atlantique. Donc on verra comment ça se déroule. Mais globalement, on voit surtout les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France. Ensuite, la Russie et la Chine, même si je crois que la Chine a acheté massivement de l'or ces dernières années. Mais ce serait très étonnant qu'il soit... 2023, en fait, c'est le début c'est la forte augmentation de la détention par la Chine. Oui. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc je pense que ce chiffre est un peu sous-estimé, mais bon, ce sont les données officielles, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de pays européens, Allemagne, Italie, France, et si on fait une analyse un peu intéressante aussi, c'est l'ordre des pays par or, le nombre de grammes par habitant d'or, et on retrouve la Suisse en première position, l'Italie, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les États-Unis en 6e position. Donc finalement, au nombre d'habitants, on est plutôt bien situé. Voilà, donc en fait, c'est pas du tout surprenant d'avoir la Suisse parce que la Suisse est restée très liée à l'or au-delà de la fin du système de Bretton Woods. En fait, la Suisse a tenu à garder une espèce de conversion, en tout cas un attachement aux réserves d'or qu'elle avait, contrairement aux autres pays. Donc, dans sa constitution en fait monétaire, il était inscrit qu'elle devait avoir un certain ratio en fait entre ce qui est en circulation comme monnaie et l'or. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a ce pourcentage élevé. Voilà, très, très intéressant, effectivement. Du coup, j'ai deux petites anecdotes au niveau de l'or, avant qu'on passe sur Bitcoin. C'est que déjà, nous, en France, on a vendu pas mal d'or entre 2004 et 2009. C'était sous Sarkozy pour améliorer le déficit public. Donc ça, on peut un peu s'en mordre les doigts, c'est qu'on a vendu beaucoup de notre or. Donc, on n'en a plus que un peu plus de 2000 tonnes. Et la deuxième chose, c'est que
c'est au cours de si on a un stock d'or, c'est grâce à l'époque de Napoléon. Voilà, on a accumulé pas mal d'or. Voilà, c'était juste pour les petites parenthèses historiques au niveau de la France. Maintenant, on va parler de Bitcoin. Parce que récemment, vous l'avez sans doute appris, en tout cas vous, Benoît et Nathalie, vous êtes bien au courant. Ça y est, on a eu on a eu un décret et une conférence à la Maison-Blanche pour officialiser, on va dire, la chose, où ça a été beaucoup de cirage de pompe pendant une demi-heure. J'étais moi-même devant le live, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais globalement, ça officialise le fait qu'il y ait une réserve stratégique en Bitcoin. Cette réserve stratégique, vous allez me contredire si je dis une bêtise, mais elle est constituée des bitcoins qui avaient été saisis par le gouvernement, donc à peu près 200 000 bitcoins. Et donc, ça fait beaucoup parler parce que, à la fois, on est déçu parce qu'on aurait imaginé qu'ils en achètent plus et qu'ils prévoient vraiment un programme d'achat sur des années et qu'on ait vraiment plus d'informations à se mettre sous la dent. Et d'un autre côté, quand on regarde plutôt froidement la situation, c'est déjà exceptionnel de voir que les États-Unis constituent une réserve stratégique en Bitcoin et que ce terme soit associé à Bitcoin. Est-ce que vous voulez réagir? D'abord Nathalie, et puis bien sûr, Benoît, tu prends le relais. Je pense que la première réaction, c'est que effectivement, j'imagine que le monde des bitcoiners était un peu plus réjoui que la semaine d'avant, où effectivement Donald Trump, comme d'habitude, avec sa grande capacité à changer beaucoup, c'est-à-dire qu'on était passé d'un enthousiasme de Nashville, où effectivement c'est la première fois qu'il avait parlé de cette réserve stratégique en Bitcoin, avec la reprise du Bitcoin Act de la sénatrice Loomis, donc beaucoup d'enthousiasme. Puis après, un enthousiasme tempéré parce qu'il avait assez vite ajouté qu'il y aurait peut-être autre chose. Alors évidemment, pour un bitcoiner, les autres choses, c'est des shitcoins, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis, avec son même Trump, il avait quand même douché aussi pas mal les attentes. Et tout d'un coup, il en remet une couche après le même Trump. Enfin, c'était la semaine, je crois que c'était il y a 10 jours, c'est hyper récent, en disant finalement, je vais faire une réserve stratégique. Et il a commencé par tout sauf par le Bitcoin. C'est-à-dire, il a fini par le Bitcoin je crois que c'était décalé au niveau de son discours, c'est tout à la fin, en disant ah oui, il y a du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, oui, c'est ça. En fait, oui. Ça s'est passé sur le réseau social Truth. C'est ça, oui, Truth Social. Oui. Oui. Et en fait, il a mis un premier tweet. Alors, c'est dommage, je ne vous ai pas préparé les tweets, mais globalement, il a mis un premier tweet en mentionnant 3 altcoins qui sont de mémoire Solana, Ripple, Cardano et Ripple. Voilà. Ouais. Sans mentionner du tout Bitcoin ou Ethereum. Et c'est après coup qu'il a refait un tweet par-dessus en disant mais au fait, j'aime bien aussi Bitcoin et Ethereum. Donc, bon, voilà. On a vu les montagnes russes, enfin montagnes russes si je puis dire, les montagnes américaines depuis maintenant, depuis son investiture, honnêtement, depuis 2 mois, c'est le shit show Trump. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et c'est à la fois surprenant. Pardon, vas-y Nathalie. Non, mais donc c'est pour ça que quand il a annoncé vendredi que finalement il n'y avait que Bitcoin, je pense que là tout le monde est tombé des nues. Enfin, pour ceux qui aiment Bitcoin, évidemment, ils étaient plutôt contents. Moi, je ne suis pas aussi enthousiaste pour être très honnête, mais bon, au moins, il s'est orienté sur Bitcoin et non pas sur les autres. Donc, bon, ça peut être un premier signal d'encouragement. Bon, après, on ne sait pas quelle autre lubie lui prendra la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas s'il faut donner vraiment beaucoup de crédit à ce qu'il a dit. En tout cas, pour le moment, c'est Bitcoin. Il n'a pas mentionné les autres. Effectivement, et on reviendra dessus justement de pourquoi Bitcoin plus que d'autres. Mais avant, je voudrais avoir ton avis, Benoît, sur cette situation. Ouais, alors ce qui est intéressant, effectivement, pour rebondir, c'est que en fait, il a vraiment séparé Bitcoin du reste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes dans la communauté, même on prend Brian de Coinbase qui était aussi d'accord là-dessus, voilà, sur le fait que Bitcoin est à part du reste. Et donc ça a été pris en compte. Donc c'est quand même assez important de voir que il y a un consensus quand même assez global qui est de dire Bitcoin, c'est différent de tout le reste, voilà, de toutes les autres cryptos, ou effectivement shitcoin comme on les appelle souvent. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important et qui tranche un peu, comme tu disais, avec les annonces qui ont été faites au début sur le réseau social. Alors, on ne sait jamais si c'est de la maladresse ou si c'est un jeu voilà, qui l'entretient et qui lui permet aussi de faire monter, descendre les cours ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le premier point que je retiens. Ensuite, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont déçus. Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une reconnaissance quand même par les États-Unis
de Bitcoin. Voilà. Du fait que ça peut servir justement de réserve stratégique. C'est quand même pas rien. Et quand c'est le Salvador ou le Bhoutan, enfin voilà, d'autres petits pays entre guillemets qui n'ont pas la même stature internationale que les États-Unis, bon bah voilà, on voit les autres pays ou le gouvernement ou le FMI qui rigolent un petit peu. Voilà, quand c'est Trump, forcément là, ça prend une autre ampleur. Donc c'est pas révolutionnaire, dans le sens où Trump voilà, déclare pas Bitcoin monnaie légale aux États-Unis, par exemple. Donc ça serait voilà, vraiment incroyable. Mais par contre, effectivement, on a quand même voilà, une évolution. Ça n'a rien à voir avec Biden. Quoi. Je veux dire, là, il y a quand même, de ce point de vue-là, une évolution qui est quand même assez nette. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est pas le Salvador, c'est pas le Bhoutan, c'est les États-Unis. C'est un premier pas. Et effectivement, ce qui a pu décevoir, je pense, certaines personnes, c'est le fait qu'ils ne vont pas acheter de Bitcoin. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Parce que ça, c'est ce qui a été compris. Mais ce qui est dans la loi, c'est que ils n'ont pas le droit de dépenser de l'argent du contribuable pour acquérir des Bitcoins. Voilà, Tout à fait. pour être très très précis. Et donc là, il y a bien sûr beaucoup de spéculations sur comment est-ce qu'ils vont faire pour acquérir des Bitcoins sans que ça coûte aux contribuables. Et je pense que c'est assez malin de l'avoir formulé comme ça, parce que du coup, effectivement, il y en a que ça peut décevoir, parce qu'ils n'ont pas forcément... Voilà, donc je pense qu'il faut attendre, et on verra dans quelques temps qu'est-ce qui sort comme astuce ou comme moyen de pouvoir augmenter cette réserve stratégique, alimenter cette réserve stratégique sans dépenser l'argent du contribuable. Et je pense que c'est intéressant même politiquement, puisque ses adversaires ou autres, je ne sais pas qui, pourraient dire ouais, bah non, on n'est pas d'accord que l'argent du contribuable soit dépensé. Eh ben, en fait, non, voilà. Il n'est pas dépensé, il est juste peut-être réalloué différemment. Voilà, etc. Oui, il y avait quelques précisions dans le projet Loomis par rapport à ça, et notamment qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est que les réserves d'or actuelles dans les bilans de la Banque centrale ne sont pas évaluées au prix de marché. Alors, on se doute bien que il y a un petit, voilà, ils sont encore au coût historique. Donc, une des pistes faciles, c'est de réévaluer les stocks d'or et avec la plus-value de dégager, d'acheter en fait du Bitcoin. Ce serait symboliquement ce serait symbolique oui. justement de Ça voir serait une vente ou des plus-values Oui. d'or se déverser sur le nouvel actif Voilà. Bitcoin. Ce serait quand même fantastique. Et alors, il y a plein de choses sur ce que vous avez dit. Déjà, effectivement, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie Bitcoin et la stratégie altcoin, shitcoin, qui sera, qu'on n'anticipe pas du tout, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais on se doute bien qu'ils veulent être pionniers et leaders dans ce domaine-là, donc ils vont aussi appuyer les altcoins, shitcoins chez eux. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont scindé. Donc, de mémoire, il y a vraiment le décret pour Bitcoin avec la stratégie réserve stratégique. Et ça, c'est très important, tu l'as dit, Benoît. Et le deuxième point, c'est aussi que finalement, dans la réflexion, si on prend aussi du recul, finalement, peu importe un peu ce que fait les États-Unis, c'est déjà donc fantastique ce qui se passe avec une réserve stratégique en Bitcoin, mais après, le Bitcoin sera adopté quoi qu'il arrive finalement en fonction. Le Bitcoin est un protocole ouvert à tous. Si les États-Unis saisissent cette opportunité, tant mieux pour eux. Ce sera vraiment, on va dire, les premiers après le Salvador et peut-être le Bhoutan et d'autres pays qui ont vraiment saisi comme ça des petites facettes de Bitcoin. Mais finalement, le Bitcoin est ouvert à tous et on peut très bien, nous aussi, on n'est vraiment pas en retard en fait. En France, si on prenait vraiment les devants, et j'ai vu qu'il y avait un institut qui venait de se créer avec Alexandre Stachenko à sa tête, ça me donne beaucoup d'espoir pour me dire que peut-être on aura des conseils avisés qui vont remonter un peu plus haut et pour se dire, trouver aussi, nous aussi, des solutions. Parce qu'effectivement, ce que tu as dit, Benoît, c'est qu'ils ne peuvent pas dépenser comme ça facilement l'argent du contribuable. C'est aussi quelque chose qui serait peut-être mal reçu de dépenser de l'argent du contribuable pour un actif encore sulfureux aux yeux de beaucoup. Donc ça va prendre du temps et ils vont devoir trouver effectivement peut-être de vendre de l'or. Ce serait très très intéressant. En attendant, symboliquement,
dans le cercle peut-être des bitcoiners, il y a des avis qui divergent. Certains sont contents parce que ça amène de l'adoption, parce que finalement, symboliquement, c'est puissant comme message envoyé. Bitcoin comme réserve stratégique, on s'y attendait pas en moins de 15 ans après le lancement en 2009 de tout ça. Et il y a des avis qui se disent oui, mais bon, c'est pas Trump qui va forcément changer la vie de Bitcoin, clairement pas. Bitcoin, il est là pour tout le monde. Et il y en a beaucoup qui pensent avant tout à leur portefeuille et qui sont prêts à tout, entre guillemets, alors que Bitcoin, c'est pas vraiment les valeurs originelles de tout ça. Donc, au sein de la communauté, on sent que les avis sont partagés. Vous, votre avis, et Nathalie, je crois que tu émettais peut-être pas quelques doutes, c'est toi qui vas nous expliquer, mais tu avais l'air de pas être si ravi que ça, que Donald Trump prenne ce sujet à bras le corps et essaye de le pousser au maximum. Bah oui, parce que bon, moi, je suis effectivement plutôt une théoricienne et puis j'ai un peu étudié l'histoire de la monnaie et c'est vrai que le rapport de la monnaie et de l'État est assez incestueux depuis toujours. Et en général, il a toujours fini par abuser en fait du pouvoir monétaire. Donc, voir l'État s'intéresser à la monnaie, c'est vrai qu'on a toujours une petite crainte. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va aller y faire comment il va en fait, il peut le corrompre. En fait, c'est ça. Je crois que chez tous les théoriciens de la monnaie qui n'ont pas aimé le fait que l'État prenne de plus en plus de place dans cette gestion monétaire, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui, vu qu'on a éradiqué l'or du système monétaire. Comme ça, le gouvernement est beaucoup plus à la manette, en fait, dans la production monétaire qu'avant. Parce qu'avant, bon, ils y étaient de toute façon, mais il y avait un petit peu un rappel, puisque l'or étant quelque chose de apolitique, qui ne répondait à personne, et ça permettait d'avoir quand même un rappel de temps en temps pour montrer que les pays, peut-être, faisaient un peu trop, creusaient un peu trop les déficits. Aujourd'hui, on a plus ce rappel et on le voit bien, puisque depuis qu'on n'a plus les talons noirs, on a eu des déficits publics qui ont fait qu'exploser. Donc, il est vrai que pour nous, pour tous ceux qui ont aimé les monnaies privées et qui ont été tristes de voir qu'effectivement, après, elles ont soit été évincées, soit elles ont été corrompues, on se dit, par où ils vont rentrer pour la corrompre. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite un petit doute en disant, attention, s'ils s'intéressent, est-ce que ça ne va pas aller plus loin? Donc, quand on pense au Bitcoin, on peut penser aux nœuds, on peut penser à plein de choses où ils peuvent introduire de la… Mais en fait, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai ce réflexe-là, comme je pense d'autres plutôt théoriciens de la monnaie, parce qu'on sait très bien que l'État a toujours corrompu la monnaie. Et d'ailleurs, c'est une des phrases très poussée un peu partout, c'est Bitcoin, c'est la séparation de l'État et de la monnaie. Voilà, c'est pour ça. Et donc là, oui, on se retrouve avec un État qui va essayer de le prendre pour lui. Et donc, il faudra être très vigilant là-dessus. Et on espère que la communauté, de toute façon, veille au grain et alertera si jamais ça se produit. En tout cas, clairement, il y a beaucoup de Bitcoin qui sont achetés par des ETF au titre de leurs clients ou par des entreprises, comme MicroStrategy renommée en Stratégie récemment. Donc oui, ça peut inquiéter. Cette concentration de Bitcoin sous des entités américaines, ça peut aussi être un vecteur de fragilité. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bitcoin est incorruptible, donc ils peuvent toujours essayer. Voilà. Le débat, c'était pour ou contre la réserve stratégique. Je crois que c'était le titre de la vidéo. Ni pour ni contre. En fait, de toute façon, ça va arriver. Les États-Unis se positionnent dans les premiers. Ils se positionnent en tant que leader et je pense qu'ils ont raison. Mais de toute façon, c'est inévitable, en fait. On ne peut pas empêcher les gens d'acheter du Bitcoin. Et donc, effectivement, on peut encourager les particuliers à le faire le plus tôt possible et le plus possible pour qu'il y ait justement une balance dans la possession des bitcoins. Mais aujourd'hui, la majorité des bitcoins sont possédés par des particuliers, par des individus en fait, pas par des ETF, pas par des États. Donc c'est important de le noter. Je trouve que ce serait bien que ça reste comme ça. Mais voilà, c'est le marché. Après, effectivement, ceux qui se positionnent le plus tôt ont l'avantage. Et on ne peut rien faire pour empêcher ça. Et c'est très bien comme ça, en fait. Donc, oui, et puis on l'a vu avec l'or, par exemple, la concentration où il y avait énormément d'or finalement aux États-Unis, ça leur a donné plus de puissance, mais c'est aussi parce qu'ils l'ont provoqué. Et donc là, ils sont en train de répéter un peu ce modèle-là avec Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des inquiétudes sur du long terme, sur
comment évoluera justement cette concentration? Est-ce que ça restera bien aux mains des particuliers? Tu vois, c'est ça potentiellement l'inquiétude. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'or, justement, c'était des réserves d'or pour appuyer le dollar à la base. Le dollar était garanti par les réserves d'or. On sait très bien que ça n'a pas tenu dans le temps. Est-ce qu'ils feront la même chose avec Bitcoin? Est-ce qu'ils feront un dollar qui va être garanti par une quantité d'or et une quantité de Bitcoin? Voilà, on ne sait pas non plus. Il y a plein de possibilités, mais la différence, c'est que Bitcoin, on peut l'utiliser directement comme monnaie, sans intermédiaire, alors que l'or, c'est pas possible, justement. C'est très compliqué de payer sa baguette en pièces d'or, alors que Bitcoin, on peut avec Lightning. Donc, voilà, on verra dans le temps, mais ce qu'il faut bien distinguer aussi, ce que je me permets quand même de rappeler, c'est que des fois, il peut y avoir une confusion. Pour ceux qui ne font pas justement la différence entre Bitcoin et le reste, Bitcoin est en preuve de travail, donc ça veut dire que il y a quand même une différence, une séparation des pouvoirs qui est beaucoup plus forte que sur les proof of stake, où là, effectivement, plus on possède de jetons, plus on a de pouvoir. C'est pas le cas avec Bitcoin. Oui, c'est sûr que ça peut être plus inquiétant pour des protocoles comme Ethereum, quoi. Où là, effectivement, s'ils commencent à devenir des gros nœuds, là, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a des acteurs comme Lido qui sont aux États-Unis et qui pourraient très vite se faire saisir, par exemple, les Ethers. Ça, c'est effectivement un très vaste sujet, mais il y a pas mal d'avantages qui sont propres à Bitcoin, on le sait justement, mais on va les mettre en avant. Et pourquoi justement c'est Bitcoin qui est dans cette réserve stratégique et pas les autres? Pourquoi, selon vous, quels sont les avantages? Donc, tu as déjà mentionné, Benoît, le fait que, voilà, proof of work, donc le minage qui permet d'avoir des avantages à ce niveau-là, mais il y en a d'autres à mes yeux, et je vais vous donner d'abord la parole pour peut-être vous laisser vous exprimer autour de ça. Pourquoi Bitcoin a plus raison d'être dans une réserve stratégique que d'autres crypto-monnaies? Je vais laisser la précédence à Benoît quand même. Voilà, c'est le master chef. En fait, la réserve stratégique d'altcoin n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, justement, si ce n'est que de garder. Pourquoi. Si ce n'est que de garder parce qu'en fait, ils saisissent, effectivement, ils saisissent des Ethers, etc., il faut bien qu'ils aient une réserve pour les saisir et les garder, pour derrière, éventuellement, les convertir en Bitcoin. Ça, ce serait intelligent. Mais si c'est pour les garder, ils vont se dévaluer. Donc, effectivement, ils ont une réserve stratégique de trucs qu'ils font. Voilà, donc en fait c'est ça la différence, c'est-à-dire que Bitcoin sur le long terme va garder et même prendre de la valeur, alors que les altcoins vont perdre de la valeur et vont tomber à zéro, puisque au bout d'un moment, le marché va s'apercevoir que ça ne vaut rien, puisque ça ne sert à rien. Donc ça va forcément retomber à sa valeur réelle qui est zéro. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et donc ça n'a pas d'intérêt en fait. Je pense, ou alors à court terme, je ne sais pas, d'essayer d'avoir peut-être un peu de pouvoir sur tel ou tel réseau. Après, je pense que Trump, il a, comme tout président, il a des sponsors. Et parmi ces sponsors, il y a aussi des cryptos. Il y a Ripple. Il n'y a pas que des bitcoiners. Et donc, je pense aussi que si dans sa réserve, il n'incluait pas, par exemple, XRP, pour en citer qu'un, ou d'autres, bon, je pense qu'il ce serait très mal. Voilà. Ouais, c'est ça, par rapport à certains de ses sponsors. Oui, il faut le souligner, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, quand on voit le nom XRP sortir, on pourrait se dire, ah waouh, qu'est-ce qu'il y a? XRP, c'est sans doute un truc qui... Il doit y avoir un truc autour d'XRP qui doit motiver Trump à vouloir en avoir. En fait, c'est peut-être juste le sponsor qui a lâché des millions à un moment donné et qui veut... c'est un retour de... Voilà, c'est l'ascenseur. Voilà, c'est ça. Il renvoie la donne en faisant pumper pendant quelques jours cette crypto-monnaie-là. C'est du Trump aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a pas mal de choses qui sont très importantes que tu as dit. Je reviendrai dessus, Benoît, mais je vais laisser Nathalie d'abord répondre. Oui, je pense qu'effectivement, l'intérêt d'avoir Bitcoin, c'est le fait que c'est une quantité limitée,
que c'est incorruptible jusqu'à preuve du contraire, donc en espérant qu'il n'y ait jamais la preuve du contraire, et que par conséquent, étant donné, quand on regarde son évolution depuis sa naissance, il a quand même une tendance à la hausse. Il n'a pas, voilà, en long terme, il n'y a pas, voilà. Donc On peut dire ça, oui. Voilà, et comme l'a dit très justement Benoît, auparavant, le grand avantage par rapport à l'or, c'est qu'il a aussi, monétairement, il est utile. C'est-à-dire qu'il permet de réaliser des transactions, ce qui n'est pas le cas de l'or aujourd'hui. L'or, on ne réalise rien comme transaction. Enfin, si, après, on réalise, mais il faut aller le vendre et puis ensuite réaliser la transaction. Donc, on a un coût de transaction qui est sensiblement élevé, alors que Bitcoin, non. Et effectivement, si on a cette perspective que finalement Bitcoin sera un actif qui va tendre à s'apprécier de par sa construction, eh bien, ça peut être effectivement intéressant de le détenir. Et là, c'est pour ça qu'il a fait des émules, puisque une fois qu'il avait dit ça, Trump, il y a eu toute une série de déclarations il y a quelques semaines. Il y a eu le banquier central de la République tchèque, il y a eu même l'allemand, celui qui... Est-ce que c'est celui qui vient de prendre le pouvoir ou l'autre? Je ne sais plus lequel des deux, je suis désolée, j'ai oublié. Mais qui a aussi dit... L'ancien Premier ministre. C'est l'ancien, je crois, c'était l'ancien. Je crois l'ancien Premier ministre. C'était l'ancien, oui, tu as raison, c'est l'ancien. Qui a dit, ah oui, c'est une très bonne idée de vouloir intégrer Bitcoin. Donc voilà, donc on voit bien que d'autres sont sortis sur le sujet pour montrer qu'en effet, c'était par rapport, parce qu'il faut aussi le rappeler, c'est-à-dire que quand on sort de la partie stricto sensu réserve stratégique, donc on est plus dans la réserve économique au sens où je l'avais défini, c'est-à-dire c'est une banque centrale qui essaye d'avoir des actifs qui peuvent l'aider en cas de turbulence de sa monnaie. Elle détient des monnaies donc étrangères plus crédibles que la sienne. Et c'est pour ça qu'elles ont souvent, les banques centrales ont souvent, qui ne sont pas américaines, elles ont souvent évidemment du dollar. Et donc à ce titre-là, celui de la République tchèque disait, moi, pour quand même diversifier mon portefeuille et avoir un peu de rentabilité, je mets aussi des actifs, et donc je mets certains actifs dedans, et y compris, je trouverais que c'est un intérêt à avoir du Bitcoin aussi. Et il a de l'or parce que l'or s'apprécie de la même façon. Oui. Il a une stratégie or comme la stratégie de la Chine qui en plus, elle, géopolitiquement, voulait montrer son désaccord avec les États-Unis. Donc, volontairement, ils ont substitué des dollars à l'or. Bon, ils n'ont peut-être pas encore compris que l'or, ce n'est pas aussi liquide que le dollar quand même. Donc, il faut quand même qu'ils fassent attention. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais là, on voit que c'est plus dans la gestion, effectivement, stratégique de ces fameuses réserves. Effectivement, et donc si je résume un peu les points forts, c'est que donc Bitcoin a une quantité limitée, donc une rareté très très forte. Donc ça, c'est clairement un avantage considérable par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Et ça, c'est clair et net. Il y a de l'inflation, on peut diluer le prix, il y a plein de raisons qui fait que la valeur d'une autre crypto-monnaie peut être beaucoup plus facilement manipulable ou ajustable. Exactement. Y compris le fait que c'est incensurable jusqu'à preuve du contraire, comme tu le disais, Nathalie. Qui est justement pas de levier moyen de pression sur un PDG ou sur des gens clairement identifiés qui pourraient faire dégrader justement la valorisation de cet actif, de cette monnaie. Donc ça, en fait, il y a plein de choses qui sont incroyables avec Bitcoin. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Et finalement, c'est totalement cohérent de mettre ça dans une réserve stratégique parce que ça s'apprécie avec le temps, il y a une adoption qui est de plus en plus grande et il y a des champs d'usage qui sont plus importants que pour l'or, comme on le disait. Même si l'or a toujours du sens, moi à mes yeux, l'or est toujours indispensable si jamais il y a vraiment un monde dystopique, ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir de l'or. L'un ne va pas remplacer l'autre, mais Bitcoin amène vraiment énormément de choses et pour toutes ces raisons, ça a beaucoup plus de sens de mettre Bitcoin dans une réserve stratégique que d'autres altcoins. Voilà, ou shitcoin, appelez-les comme vous voulez, c'est vous qui êtes juge. Mais voilà, je pense que c'est clair. Est-ce que vous voyez une autre raison qui permet de mettre Bitcoin, qui donne plus de sens de mettre Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies, à part celle qu'on vient d'évoquer, pour que ce soit complètement exhaustif vis-à-vis de l'audience? Ou est-ce qu'on a dit l'essentiel? Je ne sais pas, je consulte Benoît.
Non, mais voilà, dans les grandes lignes, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Ça n'a rien à voir. Voilà, faut arrêter de comparer Bitcoin et les cryptos. Voilà, Bitcoin, c'est une monnaie. Point. C'est une monnaie, c'est une réserve de valeur. Les autres projets, les autres cryptos, c'est pas des monnaies. Ça peut pas prétendre au titre de monnaie. Mais comme l'euro n'est pas une monnaie, enfin de mon point de vue, voilà. Dès lors qu'on n'a pas une réserve de valeur dans le temps, ou en tout cas c'est une monnaie, mais Oui, l'euro voilà, peut parce être qu'on notre l'utilise en tant shitcoin que à nous. monnaie, mais comment? C'est le shitcoin L'euro peut euro, être voilà, notre c'est ça. shitcoin à nous, Mais c'est notre monnaie de voilà, ce sync. que je voulais rebondir sur un point, c'est que tu parlais, Nathalie, tout à l'heure des annonces qui ont été faites par d'autres premiers ministres, etc. Oui. Donc effectivement, on sent qu'il y a un effet Trump quand même, en tout cas un effet, voilà, les États-Unis se mettent à Bitcoin, etc. Même moi, je le vois dans mon activité, etc. Et il y a un point intéressant quand même, c'est que là, on a l'annonce de l'euro numérique qui a été faite là, il y a très récemment pour octobre 2025, alors que je crois qu'à l'origine, c'était prévu pour 2029, enfin quelque chose de bien plus éloigné. 2028, je crois, ou 2027. Alors peut-être tu es mieux renseigné que moi, Nathalie, mais en tout cas, là, on sent que ça s'accélère aussi de ce côté-là. C'est assez Moi, Voilà. j'étais assez surprise, pour être très honnête, parce que comme le projet est quand même pas, enfin, je veux dire, n'est pas du tout bien accueilli par les banques, mais alors vraiment pas du tout. Par personne, en fait. Mais bon, je veux dire, les banques qui sont quand même le Ça, c'est projet. intéressant. Oui, D'avoir le oui, retour des banques, moi, je me rends pas compte si les banques. oui. Quel est leur avis par rapport à ça? En réalité, comme souvent en Europe, on veut faire plaisir à tout le monde, donc en fait, on fait un truc un peu tordu. Donc, l'idée, c'était, comme on sait que le principal problème de la monnaie digitale banque centrale, c'est que si elle est centralisée au niveau de la banque centrale, effectivement, ça remet en cause le rôle des banques. Sachant que la Banque centrale, elle n'a pas forcément envie d'avoir à gérer tous les comptes de la Terre chez elle pour des problèmes de compétences et de stockage de données. Donc, pour éviter cette migraine, et d'ailleurs, la Chine, elle a fait pareil avec sa monnaie numérique, qui n'est pas non plus d'un très grand usage, je vous rassure tout de suite. On se demande en fait à quoi elle sert. Elle doit servir sans doute entre fonctionnaires, mais ça ne doit pas servir à grand-chose d'autre. Parce qu'à chaque fois que je suis allée en Chine, j'ai demandé aux étudiants comment ils l'utilisaient. Ils ne l'utilisaient pas. Donc, voilà. Et donc là, pour la version européenne, on a voulu faire plaisir aux banques en disant ne vous inquiétez pas, l'euro ne sera pas un concurrent de votre activité basée sur les comptes de dépôt des particuliers. Et nous allons donc mettre un plafond pour être sûr que ça n'arrive pas. Et on fera une espèce de système de vase communicant quand le wallet est vide, il sera automatiquement rempli. Enfin bon, bref. Et en fait, le problème, c'est que pour avoir quelque chose de moderne, il faut aller évidemment sur une DLT, enfin sur une chaîne distribuée. Et le problème, c'est que pour les banques, c'est un casse-tête parce qu'ils ont à gérer des comptes de dépôt qui sont un système qui va de compte à compte, avec parallèlement un système basé sur une DLT. Et les deux, en back-office, ça va pas. Donc, elles sont en debout. DLT, c'est Digital Ledger Technology, c'est ça? Oui, c'est Distributed Ledger. Oui. Donc, en fait, donc, en effet, s'ils veulent avoir un wallet moderne et qui puisse éventuellement s'imbriquer dans d'autres choses, il faut aller sur la DLT. S'ils vont sur la DLT, ils ont bien compris qu'il valait mieux qu'ils laissent le privé le faire parce qu'il y aura plus d'innovation et ça changera plus vite. Le problème, c'est que avec le back-office des banques, ça va coincer. Donc, elles ne sont pas très contentes parce qu'elles ont dit écoutez, si vous nous dites une DLT, mais qui ne dépasse pas les 500 € par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire? Enfin, qu'on aille vraiment se casser la tête à savoir comment on va imbriquer les deux pour aussi peu. On n'a pas d'intérêt pécunier, nous, là-dedans. Donc, voilà. Et si on regarde l'expérience suédoise, et c'est ça qu'il faut regarder, parce que la Suède était très en avance. Elle a commencé en 2017 et il faut savoir que pour le moment, ils ont suspendu. C'est-à-dire qu'ils ont fait 4 phases d'essai quand même. Et à la fin, ils ont dit très élégamment en langue de bois, nous attendons des circonstances qui nous indiqueront qu'il y a un vrai enjeu, qu'il y a une vraie utilité économique.
et en jetant la patate chaude à la Banque Centrale Européenne en disant on verra ce que la Banque Centrale Européenne décidera. Voilà. Donc, moi, j'avoue que j'aime bien Christine Lagarde, c'est sympa ce qu'elle dit, mais moi, j'ai un peu de mal à me dire que ça sera fait tout de suite maintenant. Mais c'est intéressant de se positionner sur le point de vue de ceux qui gèrent justement un peu le système Oui. actuel. C'est qu'on ne se rend pas compte, et moi je ne suis pas du tout un expert sur le sujet, mais j'ai bien conscience que le système monétaire financier il a évolué par couches logicielles, d'infrastructures successives qui se sont empilées les unes après les autres pour proposer des services toujours plus performants, mais en rajoutant des couches de plus en plus importantes. C'est une usine à gaz, et tu en rajouter une nouvelle couche avec cette monnaie numérique. C'est juste que les gens, ils en ont ras la casquette et ça va leur demander du temps, de l'argent pour finalement, mais rien de, enfin, je sais pas, hein, rien de plus, parce que je vois pas vraiment ce que ça peut apporter. Et même quand on leur pose la question, ils savent pas vraiment. Ils disent juste que ce sera mieux, mais sans donner d'argument. Donc en fait, on comprend très bien, Nathalie, avec ce que tu as dit, que voilà, c'est beaucoup d'efforts, d'énergie pour une soi-disant peut-être contre-offensive à l'adoption de Bitcoin, mais voilà, pour ceux qui se renseignent un tout petit peu, on se rend compte vite que c'est un pétard mouillé ou c'est un coup dans l'eau, en tout cas actuellement, à moins qu'ils trouvent quelque chose d'ici là. Mais octobre, c'est demain. Donc, je ne sais pas comment ils comptent faire. J'étais très, très étonnée de son annonce, en effet. Donc, ils sont peut-être en train de paniquer. C'est sans doute pour effectivement contrer. Voilà, ils ont voulu faire une contre-annonce par rapport à ce qui était dit par Trump, mais honnêtement, on n'est pas du tout sur la même planète, quoi. Ouais, c'est probablement un effet d'annonce. Après, moi, à ma connaissance, effectivement, il n'y a aucune monnaie numérique de banque centrale qui est actuellement en production et qui fonctionne et qui sert à quelque chose, en fait. Enfin, clairement. Il y a d'ailleurs, le stand du Bahamas, je crois. C'est la seule expérimentation qui a le stand, oui, du Bahamas, mais c'est une monnaie d'inclusion parce que c'est le Bahamas, c'est les Bahamas, quoi. C'est pas très grand. Donc, voilà, c'est à peu près la seule, à ma connaissance, qui a l'air de fonctionner. Mais c'est tout. D'accord, je cherchais, je ne connaissais pas ce. Moi non plus, je ne savais pas. Très intéressant. Mais en fait, voilà, moi, ça me fait penser un petit peu à tous ces projets aussi, tous ces shitcoins qui, en fait, cherchent une solution à un problème qui n'existe pas. Et là, on a un projet d'euro numérique, on ne sait pas quel est le problème qu'il est censé résoudre, en fait. Ni pour les banques, ni pour les consommateurs, ni pour personne. Alors, effectivement, ça permet, je pense, pour la Banque centrale d'avoir plus de pouvoir. Je pense que c'est ça leur but. Et puis, effectivement, de faire un effet d'annonce, de dire, vous voyez, il n'y a pas besoin de l'euro parce que nous aussi, on est moderne, on a des systèmes, etc., qui servent à rien, puisque, effectivement, en DLT, même s'il y a le mot distribué dedans, c'est l'information qui est distribuée, mais le pouvoir ne l'est pas. Donc, c'est un pouvoir qui est centralisé. Donc c'est comme si j'avais un système classique avec des serveurs chez Amazon, voilà, mais au lieu d'avoir un serveur, j'en ai 36. Bon, voilà, c'est distribué. Mais c'est moi qui contrôle. C'est chez Amazon. Et c'est en plus c'est chez Amazon. Après, l'idée aussi, c'était d'avoir un peu de programmabilité au niveau de la monnaie. C'était de pouvoir, pouvoir faire des mises à jour, non non. Ils avaient mis là dans la première version qu'il n'y a pas de programmabilité pour pas faire, pour éviter que les gens s'inquiètent. On avait mis l'anonymat aussi on était offline jusqu'à je sais pas combien de transactions. Ce sera décoché, l'option sera décochée. Voilà, c'est ça. En fait, que ce soit sur la programmabilité, que ce soit sur ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, qu'on les limites de wallet, de dépenses, tous ces garde-fous en fait qu'on est censé avoir dans l'euro numérique. Très clairement au début, effectivement, et puis finalement, on sait très bien que ça glisse de plus en plus, et à la fin, on arrive vers un système. Parce que c'était un petit peu la même chose avec la construction européenne ou l'euro, c'est-à-dire que, oui, mais ça ne marche pas parce que. Voilà. Et ce sera la même chose avec l'euro numérique, ça ne marche pas parce que. Il faut plus d'euros numériques, il faut plus de fonctionnalités, oui, mais parce qu'on n'a pas fait ça, alors du coup, vous voyez, c'est limité, donc c'est pour ça que les gens n'utilisent pas. Il y aura toujours une bonne excuse. Bien sûr. Et donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Ils se disent, finalement, on va faire un truc au début. Allez, on le lance. Voilà, les gens, ils vont entendre parler. On verra bien. On verra bien, ça va pas marcher, mais du coup, on leur dira que, effectivement, ça marche pas parce que, et qu'il faut absolument qu'on le fasse, parce que si on veut être dans la course face au méchant Trump, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Trump, tout populiste et autoritaire qu'il est, la première chose qu'il a fait de bien, c'est d'interdire le projet
Et c'est drôle, Ouais, c'est des cette box. espèce de contradiction, parce qu'on se dit, mais il aurait dû être content. Il avait un truc hyper autoritaire, mais comme il a un sens du business, il s'est dit non, ça doit être une usine à gaz, ce truc, je vais pas y aller. Donc je pense que son sens du business, un peu, l'a rattrapé dans son délire, voilà, de vouloir tout contrôler quand même, parce qu'il est quand même un peu contrôleur quand même à la base. Mais c'est vrai qu'il s'est dit non, ça doit pas marcher ce truc-là. Donc Ouais, moi, puis j'ai je trouvé ça pense qu'il très a, il a intéressant. le retour quand même. Enfin, globalement, personne n'est pour, quoi. Enfin, Oui, en oui, fait. c'est un populiste, oui, bien sûr. Non, mais vraiment, enfin, si effectivement tu écoutes les retours de tout le monde, personne n'est pour, à part éventuellement la Banque Van centrale. der Leyen. Donc, non, mais en Europe, oui, clairement. Ouais. Mais si on prend les US, je pense que, ouais, à part la Banque centrale, et encore, la Banque centrale, c'est, on va dire, l'ancienne équipe. Voilà. Parce que Oui. c'est toujours pareil, ça dépend de qui gouverne la Banque centrale. Mais sinon, personne n'est pour. Voilà, donc, je pense qu'il voilà, il s'est dit bah, ça sert à rien d'aller sur un truc où Mais finalement, ça va être effectivement, intéressant je vais de. perdre des voix. Ou, voilà. Ça va être intéressant de suivre justement les deux stratégies, la stratégie américaine, la stratégie européenne, voir au final l'écart, qu'est-ce qui aura eu raison. Bon, on a nos petites idées, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est très intéressant de le mentionner lors de ce live. Je vais revenir parce qu'il reste à peu près un quart d'heure dans notre discussion. On a dit que globalement, la réserve stratégique, du coup, c'était plutôt pour. On est plutôt tous d'accord pour le fait que c'est une avancée majeure, que symboliquement, c'est puissant, c'est fort comme message. Même si certains sont déçus parce qu'ils auraient voulu que le gouvernement achète tout de suite 500 000 bitcoins. Oui, exact. Voilà, ça c'est un point. Maintenant, est-ce qu'il y a des avis contre cette réserve stratégique? Je ne sais pas, dans votre réseau, dans votre entourage, est-ce que certains voient ça d'un œil très négatif, qu'ils soient bitcoiners ou autres? Je m'interroge. Est-ce que vous voyez des gens qui sont vraiment contre cette réserve stratégique en bitcoin? Il y en a. Alors, je ne sais pas si. Alors, c'est pareil, c'est des arguments de théoriciens quoi, que je vais vous présenter. C'est peut-être pas passionnant, mais c'est vrai que dans le cas des États-Unis, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc là, on revient plutôt au basique, c'est-à-dire à quoi ça sert une réserve quand on a un pays comme les États-Unis avec une monnaie aussi dominante que le dollar. En fait, on n'a pas de réserve en réalité. L'or, c'est un héritage du système monétaire de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de stratégie active. On en a juste hérité. Il est là, et puis voilà. Et en fait, quand on regarde à froid cette histoire-là, on se dit, parce que c'était argumenté par Loomis en disant ça va garder la valeur du dollar. En fait, non, c'est pas vrai. La valeur du dollar, elle existe elle existe parce qu'ils ont un rôle financier extrêmement important et donc ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il faudra déjà qu'il se passe beaucoup de choses avant que le dollar n'ait plus de valeur en fait. Bon, même si sa valeur est pas, effectivement, elle est exposée à l'inflation, il n'y a pas de doute. Mais ce que je veux dire, c'est que le dollar est demandé parce qu'il est partout en fait. Il est dans les transactions financières. Ils sont leaders. Leur marché financier, c'est le plus liquide du monde. Donc, ils sont attractifs. Donc, en fait, les réserves que les banques centrales détiennent pour effectivement conserver la valeur de leur monnaie, c'est parce que c'est des monnaies qui sont plus faibles, comme je le disais avec la République tchèque ou la Chine, qui, malgré sa puissance économique, déjà qui est quand même relative, n'a pas une monnaie à la hauteur de ses ambitions. Donc, elle a une monnaie qui n'a pas de statut, mais parce qu'ils n'ont pas non plus de marché financier, ils ne peuvent pas rivaliser avec le dollar. Donc, de ce point de vue-là, il y en a certains qui avaient dit l'idée même n'est pas une idée intelligente. Voilà. De ce point de vue-là. Merci. C'est intéressant d'avoir d'autres avis que ceux qu'on a là autour de cette table. Mais ok, il y a des détracteurs à ce niveau-là. Et toi, Benoît, tu vois d'autres gens qui auraient d'autres avis là-dessus, d'autres critiques? Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais, Nathalie. En fait, et ce que tu disais, Thibaut, aussi en introduction, la réserve stratégique, elle peut servir en cas de crise. Et donc, effectivement, si on pousse le truc loin, je suis d'accord, le dollar, c'est clairement la monnaie dominante aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas dans 100 ans ou plus. Si les États-Unis ont une réserve en Bitcoin, alors que le dollar perd de sa position dominante, ils auront quand même quelque chose, quoi. Ils seront quand même leaders sur la future monnaie mondiale, en fait, parce que pour moi, c'est ça. La future monnaie de réserve mondiale, c'est Bitcoin. Ce sera Bitcoin.
Et donc, en fait, ils anticipent déjà cette étape-là. Oui, on pourrait voir, d'ailleurs, je me permets de rebondir, oui, on pourrait très bien voir que aujourd'hui, remplacer l'or par le Bitcoin, c'est aller vers le futur, quoi. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser d'une vieillerie et on va aller, vu qu'on a de l'or, autant que ce soit un peu plus intéressant que juste de l'or. Et là, effectivement, je pense que oui, ça peut s'entendre. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un mouvement intelligent. Moi, à mon niveau de réflexion, il y a deux effets. Il y a l'effet qu'il y a beaucoup de pays qui veulent une dédollarisation, Oui. que ce soit la Chine, la Russie ou autres, et qui veulent un peu être plus hermétiques par rapport à la puissance du dollar. Donc, il y a cet effet-là. Et il y a l'effet où Bitcoin renverse des montagnes au fil des ans et que, effectivement, si on regarde les actifs prometteurs dans le paysage économique de demain, il a forcément une place importante, je pense. Et donc, être les premiers là-dessus, parce que on va dire que le Salvador, le Bhoutan, on va dire qu'on peut assez vite les dépasser quand on est les États-Unis. Donc eux, ils ont compris. Et donc, c'est assez facile finalement pour eux de mettre la main sur potentiellement la monnaie numérique de demain. Ils sont déjà leaders. Là, ça y est, ils sont déjà numéro 1. Finalement, en 2 déclarations, en 3 mois de temps, ils sont numéro 1. Il y a la Chine qui est pas mal aussi, je crois. Ouais, alors voilà. On sait pas trop, mais... le problème de la Chine, c'est qu'on sait rien, quoi. Voilà, on sait rien. Mais d'accord avec toi. Je pense qu'ils pas pour les chiffres. Ils ont pas mal de... Ils en ont pas mal, ouais. Ouais, apparemment. Effectivement, on ne sait pas. Tout comme l'or, ils doivent en avoir beaucoup et ils doivent avoir aussi beaucoup de Bitcoin parce qu'en plus, il y a une grosse activité là-bas. Donc, l'or, on peut déjà un peu mieux le tracer parce qu'avec les transactions récentes qu'ils ont fait, on sait que c'est eux qui ont acheté. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont achetées en plus, on ne sait pas que c'est eux directement, mais il y a quand même beaucoup de transactions qui ont été clairement identifiées qui venaient de Chine. Mais oui, vous avez raison, le problème des données, il est crucial. Après, il y a une autre aussi thèse négative, c'est que ça profiterait, c'est que c'est fait pour faire plaisir, toujours pareil, à ses soutiens qui aiment le Bitcoin pour le faire monter. Que ce serait juste éphémère pour remercier. Exactement. Il a fait le job en disant de toute façon, je constituerai cette réserve, donc je le fais avec les Bitcoins qui étaient saisis, donc quelque part, j'injecte même pas d'argent dedans, et que ça s'arrête là. Ça, ce serait effectivement, ce serait dommage. Clairement, la vision serait pas forcément la bonne, en tout cas, ce serait... Ok, c'est tout à fait envisageable. Ça peut c'est pas un scénario à éviter. Parce que celui à qui je pense, qui est critique sur les 2 points d'ailleurs, moi je partage un peu sa critique sur l'utilité de la réserve pour les États-Unis, sauf que je la tempérerais, c'est-à-dire qu'effectivement, remplacer de l'or par du Bitcoin, je trouve ça quand même plus intelligent. Mais par contre, c'est vrai que c'est ceux qui pensent qu'il a fait ça pour faire plaisir à son entourage et pas par conviction. Intéressant. Et toi, Benoît, du coup, tu as rebondi sur le point de Nathalie et le mien, mais est-ce que tu as d'autres gens dans t'entourant qui ont des critiques vis-à-vis de cette situation? Il y en a en fait qui considèrent que les réserves stratégiques, c'est pas une bonne idée, qui sont contre en fait les réserves stratégiques de Bitcoin au niveau des États, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que les États se portent acquéreurs de Bitcoin parce qu'ils sont justement pour la séparation de la monnaie et de l'État. Donc ils veulent que les États disparaissent, donc ils veulent surtout pas que les États s'enrichissent, entre guillemets, en tout cas deviennent plus puissants financièrement parce qu'ils possèdent Bitcoin. Donc c'est un point de vue que je peux comprendre, mais comme je disais, on n'y peut rien. Donc voilà. Moi, je dirais que... Vas-y, finis. Ouais, si on prend un État qui, d'un côté, a des réserves de Bitcoin et un autre qui n'a pas de réserve de Bitcoin, on peut se dire que l'État qui va avoir des réserves de Bitcoin va être plus résilient, économiquement, etc. Et donc, probablement, sera plus, je sais pas comment on peut dire, plus agréable à vivre pour les citoyens, etc. Peut-être qu'ils vont faire moins de prélèvements de taxes ou autres, ce genre de choses. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi dans le choix éventuellement d'un pays. Ils pourront vendre leur Bitcoin pour combler le déficit. Peut-être. Comme on l'a fait. Ouais. Avec l'or, tu fais référence à la vente d'or de Sarkozy. Voilà. Mais c'est intéressant. Et puis, il y a la réserve au niveau des États, mais on l'a vu au sein des États même, des États-Unis, ils veulent aussi constituer, certains États veulent constituer leurs propres réserves. On voit qu'il y a des réserves qui se constituent finalement dans des entreprises privées. On voit qu'il y a des produits financiers qui se développent autour de tout ça finalement.
La bête est lancée et qui la saisira aura les meilleurs avantages et les bénéfices de ce protocole et de cette monnaie. Donc, tout le monde peut prendre une part du gâteau et ça me fait plaisir de former justement des gens pour qu'ils prennent conscience un peu de ça et qu'ils essayent quand même d'avoir une toute petite part de ce gâteau qui reste tant qu'il en est encore temps et il y a encore largement le temps. Mais voilà, les réserves stratégiques, que ça aille pour des États, mais on le voit, c'est aussi dans des entreprises que ça se développe et j'espère bien que des grosses entreprises aussi en France pourront saisir cette opportunité. En tout cas, ça fait 55 minutes qu'on parle. On est plutôt parti sur un pour la réserve stratégique. Nathalie, tu as quand même émis certains doutes avec justement tes arguments. En tout cas, c'est très intéressant comme échange. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose avant qu'on clôture cet échange? Vas-y Nathalie, et puis peut-être toi Benoît. Oui, je pense que la conclusion, c'est que c'est en effet le fait d'avoir un pays aussi important que les États-Unis qui explicite en fait sa détention de Bitcoin, parce qu'elle est déjà là, la détention, c'est pas comme s'ils n'en avaient pas, mais qu'il confirme que c'est peut-être une bonne idée de la maîtriser, cette détention, et de l'assumer. Ça envoie quand même un signal que, même si je pense que les réfractaires, et il y en a beaucoup qui vont rester réfractaires, hein, mais voilà, c'est quand même un pas important par rapport à voilà, il y a quelques années. Enfin, je pense que c'est quand même des positionnements. Effectivement, c'est autre chose que de savoir que Bukele a décidé que la monnaie allait avoir cours légal, quoi. Et je dis ça sans aucune condescendance par rapport à Bukele, mais disons que par rapport à la parole publique, savoir que les États-Unis parlent d'assumer cette détention de Bitcoin en la prolongeant, en la mettant un peu sur le même pied d'égalité que l'or, on va dire ça en jette. Voilà. Donc, je pense qu'on peut pas, même si moi j'ai effectivement j'ai des réserves, je ne peux pas dire que c'est pas quand même plaisant. C'est pas anodin, quoi. Voilà, c'est pas anodin comme positionnement. Alors, le jour où Christine Lagarde dira ça, là, j'avoue que il va pleuvoir des grenouilles, je pense. Ce sera ma toute dernière question, Nathalie. Ce sera un petit défi farfelu, mais je vais laisser Benoît quand même pour le mot de la fin. Ouais, donc finalement, comme je disais, c'est un peu ni pour ni contre en ce qui me concerne. De toute façon, ça arrivera. Ça va continuer. Je pense qu'il y a d'autres pays qui vont faire leurs réserves stratégiques. Et pour le coup, les deux sont importants. C'est-à-dire qu'à la fois, la reconnaissance en tant que monnaie, comme le Salvador, c'est extrêmement important, et même plus important, à mon avis, que la réserve stratégique. Mais comme tu disais, Nathalie, la réserve stratégique, là, par Trump, en tout cas, fait qu'il y a une vraie reconnaissance de Bitcoin au niveau mondial, pour le moment en tant que réserve, justement. Et donc, la prochaine étape, c'est la reconnaissance en tant que monnaie. Voilà. Mais ça va prendre encore un peu de temps, parce que le Salvador le reconnaît, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucun pays vraiment grand pays comme les États-Unis ou le Japon, ou je sais pas, enfin, l'Union européenne, voilà, qui reconnaît Bitcoin comme monnaie. En tout cas, pas monnaie légale. Et d'ailleurs, c'est un autre débat, peut-être que ça fera l'occasion d'une autre émission. Est-ce que le fait que qu'un pays reconnaisse Bitcoin comme monnaie légale, est-ce que ça a du sens? Voilà, oui, complètement. Ça aussi, ça peut être pris comme un. Je laisse la question ouverte. Merci. Rendez-vous dans une prochaine fois. Non, mais il y a eu beaucoup ce débat-là avec justement le Salvador et la loi Bitcoin qui a été légèrement changée. Donc voilà. Merci, tu nous ouvres des perspectives et d'autres pistes d'émission. Merci beaucoup, Benoît. Comme on le disait, en une quinzaine d'années, passer de quelque chose de complètement inconnu à être intégré dans une réserve stratégique, en soi, c'est déjà énorme. Et donc, pourquoi pas, dans 15 ans, être la monnaie numérique mondiale. C'est sûr que les cyberpunk, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou. En 15 ans, ce qui s'est passé, effectivement, c'est complètement dingue. Alors, dernière question à tous les deux. Là, c'est plutôt un peu, comme je disais, farfelu. C'est à votre avis, quand est-ce que le gouvernement français achètera du Bitcoin? Et si oui, donc juste une année et un montant. À quel prix est-ce qu'ils vont les acheter? Voilà. D'abord, Nathalie, je te laisse 10 secondes de réflexion. Oh là là. Et après, Benoît, tu pourras... Sauf si Benoît, tu as déjà ta réponse, mais en gros, quelle année et à quel montant?
Le gouvernement français, alors là, il va falloir qu'on ouvre les chakras des Ou gouvernements l'Union européenne, on va dire. Mais en gros, moi, j'imagine 2030 et ce serait autour de, je dirais, 350 000. Allez. Non, moi, je pense qu'ils sont tellement contre qu'ils vont être capables d'attendre encore plus que 2030. Et donc, ça sera encore plus cher. Ok, donc Ils, après voudront pas 2030, ils ne voudront pas s'avouer vaincus, en fait. ils nous entraîneront tous avec leur monnaie de singe. Non, peut-être après la fin du mandat de Christine Lagarde, peut-être. Parce qu'elle, je la vois pas revenir sur ses propos. Je pense qu'elle a C'est vraiment quand la fin de son mandat, c'est c'est une bonne. Tu vois, j'ai un peu honte, je me rappelle plus la date de la fin de son mandat. C'était c'est 8 ans. Je sais pas. Et ça fait un moment qu'elle est là déjà. voilà, donc ça fait déjà un petit moment, mais je pense qu'elle, je ne la vois pas revenir sur sa parole, par contre. Ça, c'est certain. Ouais. Je pense qu'il y a un coût de réputation qui est trop élevé. Oui. Et toi, Benoît, tu as un petit prono qui ne t'engage que toi et vraiment, c'est juste pour le fun. Alors, ouais, j'ai eu un petit problème de connexion, du coup, je suis pas sûr de la question Enfin, j'ai pas eu la question. C'est en gros, à ton avis, quand est-ce que le gouvernement français va se mettre à acheter du Bitcoin? Donc, quelle année et à quel montant? En fait, la problématique, c'est qu'on est dépendant je pense, de la BCE. Et qu'il y a des pays, je crois que c'était l'Estonie à l'époque, qui avaient commencé, non pas en réserve stratégique, mais à dire ouais, peut-être qu'on va faire un truc avec Bitcoin, on va le reconnaître monnaie légale ou je sais pas quoi. Enfin, et tout de suite, BCE a dit non. Ceci dit, Lindner en a parlé, donc Qui ça? si un Allemand en parle. Ouais, mais mais moi, il en parle, mais il est plus au pouvoir. Il est plus au pouvoir. Mais voilà, néanmoins, c'est moi, pour ça j'ai qu'il quand se même du permet d'en mal. parler. Exactement. Mais tu Mais as tout à fait raison. on sait très bien, hein, une fois qu'ils n'ont plus le pouvoir, ils commencent à voilà, être un peu plus libres de leur parole. penser, de parler. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Tant que l'Union européenne, en fait, existe sous sa forme actuelle avec la BCE, etc., la BCE ne peut pas tolérer l'existence de Bitcoin, en fait, parce que ça met Mais fin regarde, instantanément à son existence. Ouais. On peut espérer que ça bouge si jamais ils se rendent compte qu'il y ait beaucoup de particuliers qui détiennent du Bitcoin, qu'il y ait la Suisse qui s'y mette, qu'il y ait, j'en sais rien, un ou deux autres pays à côté qui s'y mettent. Pourquoi pas espérer un retour de veste un peu là-dessus, mais j'en sais rien. Peut-être que la BCE est trop puissante pour ça. En tout cas, donc, pour toi, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si elle est trop puissante, mais en tout cas, ça va. Bitcoin rend obsolète la BCE. Donc, ça veut dire, il y a un moment donné, faut que la BCE disparaisse pour que ça se produise. Enfin, c'est mon point de vue. C'est 2027, Après, la fin de son mandat, parce que quand même, ça me voilà, c'est 2027, la fin de la BCE. 2027, voilà. Donc, voilà. Merde. Donc, on s'approche, il n'y a plus qu'à peine 2 ans. Avant et le halving en 2028. Voilà. Donc oui, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Après, regarde, la Banque centrale américaine va toujours coexister avec la réserve stratégique de Bitcoin. Ouais. Donc, c'est pas incompatible totalement, tu vois, mais c'est juste que c'est en contradiction avec leur mission à eux, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Mais là, en fait, aux États-Unis, je pense que c'est un peu différent et que pour le coup, en fait, c'est une très bonne question que je me suis jamais posée. C'est que aux États-Unis, la Fed, si je ne me trompe pas, c'est le président qui peut désigner en tout cas le président de la Fed. C'est dans ce sens-là. Non, il est pas. Non, il est pas. Oui, il le propose. Il le propose. Bon, il y a quand même un petit truc, quoi. Mais je ne sais pas comment ça marche chez nous pour la BCE. Voilà. Bah, c'est au niveau des gouverneurs, en fait, c'est voté. Ouais. Donc ils s'élisent entre eux, quoi. Tu n'auras pas ton mot à dire, Benoît. T'inquiète pas. Non, voilà, mais c'est ça. J'aurais pas mon mot à dire, donc je pense que mais puis voilà, il suffit de voir le Minitel. Hein. Bon, je pense que voilà. Que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune. Ah si. Ouais, j'avais un Minitel à la maison chez mes parents. On avait un Minitel, je n'ai rien dit. Je m'en servais. Mais merci, je prends le compliment. Voilà, c'est pas mal. On va finir là-dessus. Voilà. En tout cas, merci infiniment. C'est les shitcoins et puis Internet, c'est Bitcoin. Et puis, est-ce qu'on peut dire que le Bahamas c'est à la BCE ce que le Salvador est au Bitcoin ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Voilà.
Ouais, puis bon, c'est symbolique, le Bahamas, quand même, niveau blanchiment, je pense qu'on est pas mal, quoi. Je Ah, pense mais que ouais. non, les monnaies de banque centrale, ça ne permet pas le blanchiment, Tu Benoît. fais des On l'a raccourcis, su. Benoît. Voilà, exactement. Bon, il est temps qu'on clôture. Merci infiniment, Ouais. Nathalie Janson. Bon courage, tu es le Merci, bienvenu Thibaut. sur la chaîne pour d'autres occasions. Et Benoît, comme Avec d'habitude, grand on plaisir. aura l'occasion de rééchanger d'ici quelques semaines pour un autre sujet palpitant autour de Bitcoin. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Salut à tous. Ciao. Salut. Salut.